Il y a un peu plus d'un an, j'ai posté une courte vidéo où je parlais de l'art de s'en foutre. En quelques jours, cette vidéo a explosé, des millions de vues, des milliers de commentaires. Et si ce contenu a autant résonné si viscéralement, ce n'est pas parce que c'est une provocation facile. C'est parce qu'il touche au cœur du mal du siècle pour beaucoup d'entre nous, cette surcharge mentale permanente, cette anxiété de fond, créée non pas par nos problèmes, mais par notre propre cerveau. T'es pas là pour entrer dans le cadre et encore moins pour plaire à tout le monde. T'es différent, atypique, singulier, même si on t'a appris à le cacher. Sans compromis, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent réussir pleinement, vivre intensément et briser les règles sans se briser eux-mêmes. Bienvenue dans Son Compromis, je suis David Lheureux. Que tu sois dirigeant d'une start-up en pleine croissance, un créatif indépendant, un parent qui jongle avec 1000 responsabilités ou simplement quelqu'un d'exigeant qui a l'impression que son cerveau ne s'arrête jamais, cet épisode est pour toi. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire en 90 secondes sur ce fameux Reels, c'est que s'en foutre n'est pas un acte de laxisme ou de désengagement. Au contraire, l'acte stratégique de s'en foutre est une discipline personnelle de très haut niveau. C'est un acte délibéré qui consiste à allouer ta ressource la plus rare, la plus précieuse, ton énergie mentale, ton attention, ta charge émotionnelle, uniquement et exclusivement là où elle a un impact réel, uniquement là où tu as le contrôle. Et notre cerveau, par défaut, n'est absolument pas notre allié dans cette quête. Il est une formidable machine à penser, mais livré à lui-même, il devient une usine à produire des scénarios catastrophes. Il peut nous épuiser bien plus que n'importe quel défi extérieur. Alors, aujourd'hui, on va aller bien au-delà du buzz. On va décortiquer ensemble un véritable mode d'emploi pour reprendre le pouvoir. Dans la première partie, on va poser un diagnostic précis. Pourquoi notre cerveau est-il programmé pour surinvestir émotionnellement ? On explorera les mécanismes neurologiques, le piège de l'ego, et on consacrera un temps spécifique aux amplificateurs, que sont les câblages particuliers des personnes hypersensibles et aux phylocognitifs. Et dans la seconde partie, on passera à l'action. On va parler de changement de perspective, de reprogrammation. On verra comment déconstruire notre réaction automatique et bâtir une véritable forteresse intérieure. Mon objectif aujourd'hui, que tu repartes avec une nouvelle grille de lecture de ton propre fonctionnement et des disciplines mentales concrètes pour choisir où et quand mener le combat. Pour ne plus subir mais piloter ta vie, prêt à faire une mise à jour de ton système d'exploitation interne, c'est parti. Pour apprendre à se détacher, il faut d'abord comprendre pourquoi on s'accroche avec autant de force à des pensées qui nous rongent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un héritage, un mécanisme. La toute première chose à intégrer, et c'est fondamental, c'est que ton cerveau n'est pas conçu pour ton bonheur. Il est conçu pour une seule et unique chose, ta survie. C'est un héritage direct de notre très longue évolution. Pour nos ancêtres, il était infiniment plus important de repérer le bruissement dans les buissons, qui pouvait être un tigre, que d'admirer un coucher de soleil. Ce mécanisme, c'est le biais de négativité. Concrètement, c'est l'amygdale, notre détecteur de fumée interne qui est aux commandes. Elle est conçue pour réagir au quart de tour à la moindre menace potentielle, réelle ou perçue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le tigre, c'est un email un peu sec, un silence d'un proche ou un message laconique « il faut qu'on se parle ». Pour l'amygdale, la menace est la même et elle déclenche la même cascade de stress. Et cette machine tourne à plein régime. Des études comme celle du National Science Foundation de 2005 suggèrent que nous avons des dizaines de milliers de pensées par jour et que près de 80 d'entre elles peuvent être négatives et 95% répétitives. On est donc face à une véritable usine à produire du souci qui tourne par défaut. Je t'ai déjà raconté mon anecdote de l'email, ouvrez les guillemets, urgent, call demain 8h, qui m'a gâché une nuit. Ce n'était pas moi qui étais trop anxieux, c'était mon amygdale qui avait pris le contrôle de mon cortex préfrontal, la partie logique de mon cerveau. J'étais en état de détournement amygdalien, mon cerveau faisait le job pour lequel il a été programmé depuis des millénaires, sauf que le logiciel n'a pas été mis à jour pour le monde moderne. Comprendre ça, c'est la première étape. Ce n'est pas un défaut de ta personnalité, c'est une caractéristique de ton hardware biologique. Et on ne lutte pas contre son hardware, on apprend à le piloter différemment.
La deuxième raison pour laquelle on s'accroche, c'est notre ego. Et pour toute personne ambitieuse ou exigeante, l'ego est un piège redoutable. Il a cette tendance naturelle à se croire le centre de l'univers. Donc quand un événement se produit, l'ego a ce réflexe de l'interpréter comme étant directement et personnellement lié à notre personne, à notre compétence, à notre valeur. Le drame commence à l'instant précis où tu fais de l'événement une affaire personnelle. C'est le début de la surinterprétation qui va bouffer ton énergie. Cette tendance est décuplée chez les personnes qui ont bâti leur identité sur un rôle. Le bon professionnel, le bon parent, le partenaire idéal, l'ami fiable. Chaque accroc à cette image n'est plus un simple événement, c'est une attaque contre ce que l'on est. Mon expérience en salle de marché à New York est un exemple extrême de cela. J'avais fusionné mon identité avec ma performance. Une perte financière n'était pas un événement de marché, c'était la preuve que je m'étais trompé. Cette personnalisation m'a fait prendre des décisions basées sur l'émotion. La discipline est donc d'apprendre à se retirer de l'équation. 9 fois sur 10, ce n'est pas à propos de toi. La personne qui ne répond pas à ton message est peut-être simplement occupée. L'échec d'un projet ne définit pas ta valeur intrinsèque. Apprendre à se dire « ce n'est pas personnel » n'est pas une fuite, c'est un acte de lucidité logique. Et puis il y a la troisième couche. Pour certaines personnes, ce cinéma intérieur est permanent et assourdissant. Je parle de ceux qui ont un câblage neurologique différent, les hypersensibles et les phylocognitifs, dont les HPI qui sont devenus une trend en ce moment. L'hypersensibilité, conceptualisée par Helen Aron, touche environ 20% de la population. Ce n'est pas être trop émotif, c'est avoir un système nerveux qui traite les informations sensorielles, émotionnelles, avec une profondeur et une intensité beaucoup plus grandes. Le cerveau, notamment l'insula, qui est le siège de l'empathie et de la conscience de soi, est plus actif. Le résultat, un risque constant de submersion émotionnelle, une tendance à absorber le stress des autres comme une éponge, et une rumination décuplée car chaque détail est analysé. Le phylocognitif ou le neuroatypique, quant à lui, est souvent caractérisé par une pensée en arborescence. Quand une personne neurotypique va de A à B, le cerveau du phylocognitif explore simultanément les chemins vers C, vers D, vers E et vers F, et toutes les conséquences potentielles. C'est une formidable machine à analyser, à créer des liens et à innover. Mais face à une incertitude, cette même machine peut devenir un instrument de torture. Elle va construire avec une lucidité effrayante tous les pires scénarios possibles, les analyser en détail, se perdre dans un labyrinthe mental sans issue. Si tu te reconnais dans l'un ou l'autre, ou les deux, c'est fréquent, la première chose à faire est un changement de perspective radical. Ce ne sont pas des défauts à corriger, ce sont des systèmes d'exploitation différents, des radars ultra performants. Tu captes des nuances, des émotions, des possibilités que 80% de la population ne voit pas. C'est un avantage stratégique colossal à condition d'apprendre à ne pas laisser le système tourner en surchauffe permanente. Le but n'est donc pas de penser moins ou ressentir moins, ce qui est impossible, mais d'apprendre à gérer ce flux pour ne pas te laisser submerger. Maintenant qu'on a le diagnostic, on passe à la reprogrammation. Oublie les outils de surface. On va parler de discipline, de changement de perspective fondamentaux. La première discipline consiste à changer radicalement la manière dont tu analyses une situation qui te déclenche. On va utiliser un principe puissant, le recadrage. Notre réflexe, c'est l'autoréférence. Mon ami a annulé notre dîner, donc il ne tient pas à moi. On crée un lien de cause à effet direct entre le comportement de l'autre et notre valeur. Le recadrage consiste à briser ce lien. Les questions introspectives à se poser sont de type. Premièrement, quel est le comportement observable et neutre? Par exemple, mon ami a envoyé un SMS pour annuler. Deuxièmement, quel est l'impact pour moi? Exemple, je me suis senti déçu, rejeté. Reconnaître son émotion est crucial. Troisièmement, quelle pourrait être l'intention positive de la personne pour elle-même? C'est le cœur du recadrage. Au lieu de supposer une intention négative envers toi, tu cherches une intention positive pour l'autre. Par exemple, son intention était probablement de se reposer car il est épuisé, pas de me blesser. Quatrièmement, quelles sont les 3 autres interprétations possibles de ce comportement? Par exemple, 1. Il a un imprévu familial.
2. Il a une migraine. 3. Il n'a pas les moyens financiers ce mois-ci et n'ose pas me le dire. Cet exercice n'est pas un outil, c'est une reprogrammation mentale. Tu entraînes ton cerveau à ne plus voir le monde à travers le seul prisme de ton ego. Tu passes d'une posture réactive et personnelle à une posture d'analyste qui observe les faits. C'est le début de la souveraineté émotionnelle. Une fois la situation recadrée, il reste souvent un bruit de fond. C'est là qu'intervient la deuxième discipline, le débranchement actif. Ce n'est pas espérer que la pensée s'en aille, c'est une décision ferme. L'introspection clé est basée sur la philosophie stoïcienne. Cette pensée concerne-t-elle une chose sur laquelle j'ai un contrôle direct, immédiat et total ? Oui ou non ? Si la réponse est non, par exemple ce que les autres pensent de moi, alors toute énergie dépensée dessus est par définition un gaspillage stratégique. Tu dois alors prendre la décision consciente de débrancher. Dis-toi à voix haute s'il le faut, je n'ai pas le contrôle là-dessus, je décide de retirer mon attention de ce sujet maintenant. En faisant cela de manière répétée, tu exploites la neuroplasticité de ton cerveau. Tu crées et renforces de nouvelles voies neuronales où le chemin stimulus, analyse, débranchement devient plus rapide que le chemin stimulus, réaction, rumination. Enfin, pour les profils hypersensibles et phylocognitifs, cette discipline doit être complétée par une hygiène énergétique stricte. Premièrement, le mindset. Deviens le gardien de ton énergie. Ton énergie mentale et émotionnelle est ta ressource la plus précieuse. Sa protection n'est pas un luxe, c'est une priorité numéro 1. Deuxièmement, planifie des sas de décompression. Pour l'hypersensible, c'est pour réguler le système nerveux sursollicité. Pour le phylocognitif, c'est pour mettre en pause le processeur mental qui tourne à 200%. Après une interaction sociale intense ou un travail de concentration, planifie des blocs de 10 à 15 minutes de silence, de marche sans téléphone, d'écoute de musique sans parole. Ce ne sont pas des pauses, ce sont des actes de maintenance. Troisièmement, définir des frontières énergétiques. Avant une interaction, pose une intention claire. J'écoute, je comprends, mais je ne prends pas. L'introspection à faire après une discussion tendue est: est-ce que cette anxiété ou cette colère que je ressens m'appartient ? Ou est-ce que je l'ai captée ? Si elle n'est pas à toi, visualise-la et rends-la symboliquement à son propriétaire. Cette hygiène n'est pas du confort. Pour ces profils, c'est une condition de survie pour ne pas vivre en état de surchauffe permanent. On arrive au bout de cette exploration. L'art stratégique de s'en foutre, tu l'as compris, est loin d'être un acte de négligence. C'est une collection de disciplines mentales. C'est la capacité à protéger ta clarté d'esprit comme ta ressource la plus stratégique. C'est choisir de ne pas surinvestir émotionnellement sur des fictions pour rester disponible et en paix avec la réalité. C'est ça reprendre le pouvoir de sa vie, c'est ça être sans compromis. Si cet épisode t'a parlé, s'il a fait écho avec ce que tu vis, la meilleure façon de soutenir ce podcast est de m'aider à toucher d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à avancer avec plus de sérénité. C'est de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est un soutien simple mais immensément précieux. Et si tu sens que cette reprogrammation est une clé pour toi, que tu veux aller plus loin et l'appliquer sur mesure à tes propres défis, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, n'hésite pas à me contacter directement. Merci pour ton écoute. N'oublie jamais que tu as le pouvoir non seulement de diriger tes projets, mais aussi de diriger ton esprit. Tu penses trop, tu ressens fort, t'as toujours été trop pour les autres. Ici, t'es à ta place. Sans compromis, c'est le podcast des esprits libres.